Salut, salut. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons, après avoir présenté la théorie de la modélisation vectorielle autorégressive et vectorielle à correction d'erreurs, nous allons entrer de plein pied dans l'implémentation sous eViews en prenant un exemple en macroéconomie. Nous allons prendre un certain nombre de variables macroéconomiques pour vous montrer au travers de la modélisation va avec comment est-ce qu'on peut analyser l'impact d'un certain nombre de paramètres macroéconomiques sur la croissance, notamment la consommation, dépenses publiques de consommation, les investissements publics, les investissements privés, les thèmes d'échange, aussi bien que le capital humain. Nous allons dans ce tutoriel vous présenter toutes ces notions en passant par le test des racines unitaires, la co-intégration et même les conditions pour pouvoir estimer un modèle en correction d'erreurs. Donc, nous vous exhortons à écouter attentivement la partie théorique et avant d'arriver de voir comment implémenter la modélisation de façon pratique sous Livius. Et il faut dire d'entrée de jeu que ces méthodes vectorielles autorégressives et vectorielles à correction d'erreurs sont des méthodes statistiques très utilisées lorsqu'on veut notamment modéliser les interactions entre deux ou plusieurs variables quantitatives de façon générale. Lorsqu'on veut faire par exemple des analyses d'impact, on peut faire recours à la modélisation vectorielle autorégressive ou alors à la recherche des facteurs. Mais il faut retenir un certain nombre de choses concernant ces méthodes vectorielles autorégressive et la correction d'erreurs. De façon générale, pour les séries multivariées, on a quatre grandes familles, les modèles vectoriels autorégressifs, communément appelés VAR, qui peuvent être estimés en général dans le cadre ou dans les cas où nos variables sont toutes stationnaires, mais il arrive parfois et en général que certaines ou d'autres variables, d'autres modèles ne soient pas stationnaires et qu'il faille faire appel à d'autres méthodes comme les méthodes vectorielles à l'état échelonné ou alors les modèles vectoriels à correction d'erreurs et les modèles à correction d'erreurs simples lorsqu'il y a une seule relation à lorsqu'il y a deux variables de façon générale. Et donc, lorsqu'on est dans une situation où on a plusieurs variables, on peut considérer un vecteur qui est constitué de chacune des variables dont les composantes sont nos différentes variables dont on veut modéliser linéairement l'interaction. Et donc, dans ce cas, on peut exprimer ces vecteurs en fonction du même vecteur retardé. Autrement dit, on exprime chaque variable en fonction de sa variable retardée d'ordre 1 et des variables retardées des autres variables parmi nos variables considérées. Et maintenant, naturellement, un terme d'erreur. On a cette forme réduite-là, mais pour aller plus loin, on peut estimer ce qu'on appelle la forme structurelle, de notre modèle, qui va conduire à une méthode à l'état échelonné, Autoregressive Distributed Lag, dans le jargon anglais.
Donc, dans cette méthode, au-delà des expressions incluses dans la forme réduite, on insère également les autres variables non retardées, donc ce qui constitue la forme structurelle de, de notre modélisation. Donc, faut déjà également faut savoir que tout modèle peut se ramener à quel que soit l'ordre, un var d'ordre P peut se ramener à un var d'ordre 1. On va par exemple prendre le cas d'un var 2. On a une variable, un vecteur constitué de deux variables, dont les composantes sont constituées de deux variables x et y. Et donc, on exprime notre vecteur en fonction de notre vecteur retardé d'ordre 1 et d'ordre 2. Voilà. Donc, en utilisant la transformation, en considérant un vecteur constitué de vecteurs retardés et du vecteur lui-même, on transforme via la matrice compagnon notre vecteur en un modèle var d'ordre 1. Et par ricochet, on peut transformer un vecteur var, un modèle var d'ordre B en un modèle var d'ordre 1. Alors, la notion de cointégration est une notion qui vient étant donné que en économétrie, en général, on fait des estimations sur des variables stationnaires. Et donc, il peut arriver que nos variables soient intégrées d'ordre 1. Nous prenons le cas de deux variables essentiellement. Et donc, s'il existe une combinaison stationnaire de nos variables, cela peut nous amener à définir la notion de cointégration. Donc, deux variables intégrées d'ordre 1 seront dites cointégrées s'il existe une combinaison stationnaire des deux variables. Et cette combinaison stationnaire sera appelée la relation de long terme, la relation d'équilibre de long terme entre nos deux variables. Et donc, pour pouvoir tester cette cointégration, Granger et Granger ont introduit des méthodologies qui permettent de le tester via une estimation MCO de notre variable y en fonction de une combinaison linéaire de x. Et donc, on devra tester la, la stationnarité de notre terme d'erreur, de notre équation. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire pour le tester cette stationnarité? Le test de Dickey-Fuller et celui de Dickey-Fuller augmenté permettent d'appréhender cette stationnarité-là. Et donc, parlant du test de Dickey-Fuller, on peut dire ici on peut avoir plusieurs formes. On peut tester la stationnarité en excluant l'existence d'une constante dans notre modèle, en estimant tout simplement notre variable en fonction de la variable retardée sans constante, équation linéaire. Et donc, on va tester si notre coefficient phi vaut 1, ça c'est sous l'hypothèse de non-stationnarité, puisque sous cette hypothèse, notre terme va suivre une marche aléatoire, tandis que sous l'hypothèse alternative, où notre valeur absolue de phi est inférieure à 1, notre série va être supposée stationnaire. Et donc, on peut également différencier cette relation, différencier Z pour obtenir une relation en fonction de la variable différenciée et de la variable qui sera exprimée en fonction de la variable retardée. Et donc, le coefficient de notre variable retardée sera cette fois-ci phi moins 1 si on reprend le phi du haut. Et donc, notre variable dont on peut tester la stationnarité ZT sera tout simplement estimée en fonction de
sa différentielle sera estimée en fonction de la variable état t et d'une constante. Et cette fois-ci, on va tester si phi est égal à 0, autrement dit, la variable ne change pas, quelle que soit la date, ou alors phi négatif. H0, c'est l'hypothèse de non-stationnarité. Voilà. Donc, pour appréhender également la non-stationnarité, on peut mettre un terme constant dans notre relation du haut et donc revenir à les mêmes considérations. Et donc, pour revenir au test du ticket fouleur, il faut voir ici qu'on définit une statistique du test qui est appelée la statistique des tickets fouleur, qui n'est pas normale, standard, mais dont la distribution a été simulée, les valeurs critiques ont été simulées par les auteurs. Voilà. Donc, pour pouvoir appréhender la non-unité de la moyenne et de la tendance, on peut également insérer un terme de tendance de telle sorte que lorsque C sera nul, ça va indiquer l'existence d'une déviation, ou alors lorsque gamma sera non nul, on pourra, delta sera non nul, on pourra conclure à l'existence d'une tendance, donc notre série sera stationnée en tendance. Voilà, si la stationnarité est avérée. Voilà. Donc, le test augmenté de ticket fouleur, c'est un test qui vient faire face au fait que, en général, notre terme d'erreur doit être un bruit blanc, donc une loi normale centrée. Et donc, le test, en mettant suffisamment de retard dans la différentielle de notre variable, dans la différentielle de notre variable du côté droit, on peut avoir cette propriété garantie que phi soit un bruit blanc. Et donc, ce test de ticket fouleur augmenté vient résoudre un problème d'hypothèse dans le test. Voilà. Donc, pour revenir à notre modélisation VAR, on a notre VAR d'ordre P, notre VAR d'ordre P là. Si dans le cas où nos deux variables sont intégrées d'ordre 1, on a notre forme réduite, on estime un VAR conventionnel tout simplement avec des méthodes que nous allons vous indiquer un peu plus tard dans ce tutoriel. Lorsque nos deux variables sont intégrées d'ordre 1, on a la forme structurelle et on a maintenant plusieurs autres alternatives. S'il n'existe pas bêta tel que y moins bêta xt soit intégré d'ordre 1, autrement dit, nos deux variables ne sont pas co-intégrées, on va avoir un problème de régression fallacieuse parce que voilà, on estime deux variables qui ne sont pas stationnaires comme combinaison linéaire des unes des autres. Voilà. Donc, pour revenir à la aux régressions fallacieuses, il faut dire ici que le test de Enger et Granger viennent tester s'il existe bêta de telle sorte que y moins bêta t soit intégré, soit stationnaire. Et donc, on peut prendre par exemple l'exemple des salaires de Microsoft pour représenter notre variable xt, les salaires à Microsoft, et yt, la population des pays en développement. A priori, on peut clairement voir que ces deux variables n'ont rien à voir. Mais une augmentation de l'une ne cause nullement celle de l'autre. Par contre, lorsqu'on fait les estimations de moindre carré de nos deux variables, elles peuvent générer des grandes valeurs du R carré parce que la corrélation entre les deux variables est élevée, ce qui laisse donc conclure que les méthodes de moindre carré ne sont pas adéquates
en régression, en présence de régression fallacieuse. Donc, lorsque nos deux variables ne sont pas stationnaires. Et pour revenir à notre modèle VAR dans la forme structurelle, lorsque nos deux variables sont intégrées dans le 1 et qu'il existe notre bêta de telle sorte que la combinaison soit stationnaire. Autrement dit, lorsque nos deux variables sont co-intégrées, sont non co-intégrées. Lorsque nos deux variables ne sont pas co-intégrées, lorsqu'il n'existe pas un bêta de telle sorte que cette combinaison soit stationnaire, on va parler de régression fallacieuse. Mais dans le cas contraire, où il existe bêta tel que la combinaison soit stationnaire, on aura affaire à un modèle à correction d'erreur, dont nous allons y revenir dans un instant. Parlons de ces modèles à correction d'erreur. Nous avons notre forme réduite pour ne prendre que cette forme-là. En faisant la substitution suivante, autrement dit, exprimer notre variable yt en fonction de sa différentielle et puis sa valeur étatée. Voilà, c'est une identité que vous pouvez vérifier. Cette substitution-là de nos variables xt et yt en fonction de leur différentiel et de leur valeur retardée nous permet d'obtenir cette expression de la variable différenciée xt en fonction, cette fois-ci, de la combinaison, d'une combinaison linéaire de nos deux variables. Que ce soit dans le cas de la différentielle de x ou alors celle de x, de y. Vous voyez que le terme est le même est similaire dans nos deux équations. Et donc, c'est ce terme-là en rouge qu'on va appeler plus tard l'équation, le terme à correction d'erreur. C'est pareil pour la forme structurelle. En faisant les mêmes transformations, on a des relations similaires. Et donc, on voit par exemple que dans le cas d'un var 1, on pourra avoir la différentielle de notre variable s'exprimer comme combinaison de nos deux variables. Et comme vous le savez en économétrie, en général, on n'exprime que des variables stationnaires les unes en fonction des autres, étant donné que nos différentiels sont déjà stationnaires. Nous allons tout simplement introduire ici comme terme à correction d'erreur la combinaison linéaire de xt et yt qui sont intégrés dans l'ordre stationnaire. Donc, cela nous permettra d'éviter les problèmes de régression fallacieuse. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et donc, comment estimer donc, ces modèles à correction et d'erreur en deux étapes? Ça, c'est dans le cas où on a deux variables. On estime d'abord par MCO la relation entre Y et X, donc la droite de régression de Y en X, en sachant que notre terme d'erreur est stationnaire. Et donc, par MCO, on estime notre différentiel de Y en fonction du terme de la différentielle de x et du terme à correction d'erreur. Si nous revenons à notre relation du jour, on va voir que ce terme qui apparaît ici, on peut remarquer que c'est le même terme apparaît ici et là, et donc on pourrait exprimer xt en fonction de la différentielle de xt en fonction de la différentielle de yt, tout simplement en insérant un terme d'erreur, puisque vu la similitude entre ces deux termes. Et donc notre terme à correction d'erreur ici sera donc yt
xt moins 1 moins alpha moins bêta xt qui est une variable stationnaire. Donc vous voyez donc que ici, on a estimé économétriquement une variable stationnaire en fonction, comme combinaison linéaire de d'autres variables stationnaires. Donc dans le modèle de la correction d'erreur, étant donné que nos variables en niveau ne sont pas stationnaires, nous avons inséré, nous avons tenté de faire nous avons fait des transformations de nos variables de façon à obtenir des termes stationnaires pour pouvoir les utiliser dans notre modèle à correction d'erreur. Voilà, donc on a donc, pour ce qui est de la forme structurelle de notre modèle, lorsque x et yt sont intégrés dans le 1, on a vu que dans le cas où il n'existe pas bêta, tel que yt moins bêta xt soit intégré dans le 0, soit stationnaire, ce qui équivaut encore à dire que nos deux variables sont co-intégrées. On a un problème de régression fallacieuse, mais dans le cas où nos deux variables sont co-intégrées, on peut faire appel à un modèle à correction d'erreur. Et dans le cas où on a une seule relation de co-intégration, on va procéder à des tests de Engel et Granger pour voir si la co-intégration estimer un modèle à correction d'erreur. Et par la suite, nous allons vous montrer ce qui se passe dans le cas où on a plus de deux variables. Dans le cas où on a plus de deux variables, si on les considère, si on les appelle x1t, x2t, x3t respectivement, lorsque on sait qu'il y a plusieurs relations de co-intégration entre elles, nous allons savoir le cas de trois variables qu'on peut généraliser à plusieurs variables. Nous allons également y revenir. Le test de Engel et Granger estime par MCO, par exemple, x3t en fonction des autres. Voilà, ça c'est dans le cas où il existe une seule relation de co-intégration. Et le test de Dickey-Fuller se fait de la même façon que précédemment. Et donc, dans le cas où il existe plusieurs relations, plus de deux relations de co-intégration, on peut estimer x3 en fonction de x1, x2, x3. Voilà, donc il y a plusieurs relations de co-intégration entre nos différentes variables. Dans le cas de trois variables, on peut avoir tout plus deux. Voilà. Il peut en exister deux relations de co-intégration. Et donc, dans ce cas, lorsque il existe bêta, lorsque nos deux variables sont co-intégrées et qu'il existe plus d'une relation de co-intégration, dans ce cas, on va estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur par la méthode de Johansen, où on fera préalablement la méthode de Johansen sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Et donc, la méthode de Johansen vient faire face à l'inconvénient de l'approche de Granger qui ne se fait lorsqu'on n'identifie qu'une seule relation d'équilibre entre nos différentes variables. Et si nous avons plus de deux variables, on peut être, il est possible d'avoir plus d'une relation de co-intégration. Et donc, Johansen en 1988 a proposé un cadre d'estimation et de test de modèles de corrélation, de correction d'erreurs de vecteurs qui sont basés sur les équations des vecteurs autorégressifs qui permettent de déterminer le nombre de relations de co-intégration existant entre les différentes variables. Le modèle vectoriel autorégressif de vecteurs vectoriel autorégressif à correction d'erreurs de Johansen est donc plus général pour tester plusieurs relations de co-intégration lorsqu'il y a plus de deux variables. Et donc, comme vous l'avez constaté, pour K variable, par exemple, on peut avoir jusqu'à K-1 co-intégration, relation de co-intégration. De façon générale, pour ce qui est des modèles vectoriels, on a un modèle vectoriel autorégressif de dimension K avec P véritable. On exprime xt en fonction de xt moins 1
ainsi de suite jusqu'à xt moins p, où nos pi sont les matrices, les pi1, pi2 et pi-p, ainsi de suite, sont les matrices d'ordre k, de dimension k. Et xt est le vecteur constitué de nos k variables. Et donc, on a un terme d'erreur qui est un bruit blanc ayant avec une matrice de covariance donnée. Dans le cas où les variables du VAR sont cointégrées, le modèle va présenter, peut être réécrit de manière équivalente sous forme d'un modèle à correction vectorielle. Comme indiqué ci-dessous, Engler et Granger en 1987 ont proposé cette modélisation qui propose modélisation en différentiel de notre variable qui, avec un terme à correction d'erreur en rouge, et donc plus une somme de différentiel de nos différents vecteurs retardés jusqu'à l'ordre p-1. Donc au départ, on a un var d'ordre p, mais notre modèle à correction d'erreur est un var d'ordre p-1. Donc lorsqu'on différencie, le nombre de retards diminue donc dans notre modèle. Et on a un terme à correction d'erreur dont nous allons vous montrer comment déterminer au moyen de tests de jouance. Donc, comment déterminer le nombre de cointégration? On a plusieurs tests statistiques proposés par Johansen. Il y a d'abord que le rang de la matrice d'impact de long terme est égal au nombre de cointégrations. Et donc, Johansen et Joselius en 1990 ont proposé deux méthodes pour déterminer le nombre de relations de cointégration. La statistique de la trace, qui est basée sur le test du rapport de vraisemblance sur la trace de la matrice, et la statistique de la valeur propre maximale, basée sur les valeurs propres obtenues à partir de la procédure d'estimation. Donc, les tests de cointégration sont formulés en fonction des valeurs propres estimées de notre matrice. Donc, pour ce qui est de la statistique de la trace de Johansen, on a notre statistique qui considère si la trace a augmenté en ajoutant plus de valeurs propres au-delà de la rème valeur propre. Donc, on considère le modèle, l'hypothèse H0 selon laquelle le rang de notre matrice est égal à R0 et l'alternative selon laquelle le rang est supérieur à R0. Et donc, la statistique du ratio de vraisemblance qui est définie là permet de tester si le rang vaut R0 ou pas. Et donc, pour ce faire, on utilise un principe selon lequel cette statistique du ratio de vraisemblance doit être suffisamment petite pour que l'on rejette A0, étant donné que le logarithme de 1 moins nos valeurs propres sont assez proches de 0. Donc, à partir de ça, on pourra déterminer les valeurs. Également, pour ce qui est de la valeur, de la statistique de valeur propre maximale, c'est une procédure qui est séquentielle pour déterminer le nombre de cointégrations. On va de 1 à aux différents rangs possibles de notre matrice. Et donc, on considère les hypothèses H0 selon lesquelles le rang pour R0 ou alors la valeur suivante. Donc, la statistique du test est définie par en fonction du logarithme de 1 moins la valeur propre d'ordre maximal. Et donc, le test considère que consiste donc à classer les valeurs propres les plus grandes par ordre décroissante
valeur de décroissance et à déterminer donc si elles sont significativement différentes de 0. À supposer que nous avons n valeurs propres, si les valeurs propres du bas ne sont pas co-intégrées, le rang de notre matrice est égal à 0 et toutes les valeurs propres doivent être égales à 0. Voilà, ça c'est ce qui est du principe du test de la valeur propre maximale. Et donc, lorsque ceci est fait, le test de la valeur propre maximale, et que le nombre de relations de co-intégration est déterminé, on peut estimer notre vecteur autorégressif co-intégré, comme vous le constatez en faisant la différentielle de notre vecteur estimé avec un terme en correction d'erreur et puis une combinaison linéaire jusqu'à l'ordre P-1 de la différentielle de notre vecteur. Et donc, cette estimation se fait par la méthode du maximum de vraisemblance, qui est cette régression multivariée à rang réduit. Il faut dire ici que Johansen a dérivé l'estimation du maximum de vraisemblance sous la restriction de rang réduit. Et donc, l'estimation de bêta, d'abord, on peut estimer notre bêta de notre relation en usant le maximum de vraisemblance, puis en remplaçant dans les estimateurs de maximum de vraisemblance les paramètres restants qui peuvent être estimés par les MCO. Et puis, on a à la fin du processus, un processus, les variables qui sont intégrées d'ordre 1. Voilà. Donc, il faut également remarquer ici que l'approche de Johansen utilise les moines carrés au lieu des MCO, comme c'est le cas dans le cas de Engel et Granger en 2 étapes. Donc, si on a plus d'une relation de cointégration, on pourrait avoir des problèmes de multicollinéarité. Donc, pour résumer, on a notre part qui a une forme réduite, tout simplement, lorsque nos deux variables sont intégrées d'ordre 0 ou alors stationnaire. On a une forme structurelle lorsque nos deux variables sont intégrées d'ordre 1. Et dans le cas où nos variables ne sont pas co-intégrées, on a naturellement un problème de régression fallacieuse. Maintenant, dans le cas où il existe une relation de co-intégration entre nos deux variables, on peut, selon le cas où on a une seule relation de co-intégration, estimer le modèle à correction d'erreur en faisant les tests de Engel et Granger, ou alors dans le cas où on a plus d'une relation à correction d'erreur, plusieurs relations de co-intégration, estimer les relations un modèle vectoriel à correction d'erreur par la méthode de Johansen. Voilà, donc de façon pratique, on peut estimer par exemple la relation entre le taux de croissance et la variable trimestrielle là, et donc les estimations nous permettent d'avoir dans le cas où nos deux variables sont stationnaires, une relation entre le PIB et les valeurs établies du PIB ainsi que les valeurs établies de l'autre variable. On peut estimer les coefficients et avoir la significativité de chacun des coefficients qui peuvent permettre de savoir si l'une ou l'autre des variables impacte significativement sur l'autre. Pour revenir à ce tableau, on peut matérialiser cette représentation de notre barre. Vous voyez qu'ici, on exprime notre PIB comme combinaison des valeurs établies d'ordre 1 et 2 du PIB lui-même et de notre variable alternative. Et donc, vous voyez,
cette relation linéaire-là, on peut revenir à notre relation précédente pour voir la significativité, pour dire par exemple que le PIB retardé d'ordre 1 et 2 impacte significativement sur les valeurs du PIB. Si on considère le seuil de significativité de 10%, bon, si on va au-delà en deçà de 10%, si on considère par exemple le seuil de significativité de 5%, notre valeur alternative retardée d'ordre 2 influence jusqu'à l'ordre 1%, euh, jusqu'à une précision de 1% de notre PIB. Voilà, vous voyez comment les modèles peuvent être utilisés pour faire des simulations, des analyses de relations entre plusieurs variables et de faire même des prévisions de nos différentes variables au moyen de variables retardées. Donc, c'était en utilisant des variables macroéconomiques, nous allons notamment essayer de voir comment on peut analyser l'impact d'un certain nombre de variables macroéconomiques sur la croissance. Nous pouvons avoir le capital humain, les investissements publics, privés, les dépenses publiques de consommation, les indices des termes de l'échange. On peut essayer d'analyser et voir comment ces variables impactent significativement ou pas sur la croissance économique. Nous allons vous dérouler la méthodologie sous eViews en vous montrant dans un premier temps comment tester la présence de racines unitaires ou alors la stationnarité de notre série, comment tester la co-intégration, comment estimer un VAR, comment estimer un modèle à correction d'erreur. Alors, nous avons nos différentes séries qui sont là, le PIB qui est appelé ici GDP. Nous avons notre variable GDP deflator qui est le déflateur du PIB que nous allons utiliser ici pour matérialiser l'inflation au sein de notre économie. Nous avons la croissance économique elle-même, GDP growth. Nous avons government final consumption, les dépenses publiques de consommation. Nous avons government investment, les dépenses publiques d'investissement. Nous avons ici ITE qui représente ici l'indice des termes de l'échange. Nous avons private investment qui représente ici les investissements privés. Et enfin, nous avons school enrollment qui est ici et qui vient ici matérialiser le capital humain et comme proxy du capital humain, nous avons choisi le taux de scolarisation des personnes en activité, des personnes de plus de 18 ans dans notre économie. Voilà, donc nous allons dans un premier temps, premièrement, vous montrer comment tester la présence des racines unitaires dans nos différentes séries. Prenons par exemple, nous allons prendre d'abord le taux de croissance, GDP growth, et puis nous allons également tester dans les autres séries. Nous commençons d'abord par le taux de croissance, GDP growth, nous cliquons pour ouvrir la série et nous allons dans View, tout simplement, View, Unit Group Test. Et là, nous cliquons sur Unit Group Test. Donc, nous avons la possibilité de choisir le test. Nous avons le test de ticket fuller augmenté, nous avons le test de ticket fuller SEM, nous avons le test de Philippe Perron, nous avons le test KPSS et ainsi de suite. Pour le cas présent, nous allons tout simplement faire le test du ticket fuller. Nous allons le choisir en différence et inclure la constante dans le test d'équation. On peut choisir de ne rien mettre, comme on peut mettre une tendance. Nous allons laisser la valeur par défaut. Donc, nous cliquons sur OK. Nous voyons que on a là la statistique du test qui est de moins 0,94. On a les différentes valeurs critiques à 1, 5 et 10%. Ici, on peut déjà remarquer que la valeur critique est supérieure à toutes la statistique du test est supérieure à toutes nos valeurs critiques, que ce soit 1, 5 ou 10%.
ce qui signifie l'acceptation de l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire, quel que soit le seuil, que ce soit le seuil de 1, 5 ou 10%, on accepte l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire. Autrement dit, notre série de taux de croissance n'est pas stationnaire. La pi-value permet de mieux apprécier cette hypothèse, une pi-value qui est suffisamment significative, supérieure à tous les seuils considérés, que ce soit 1, 5 et 10%, nous permettent d'accepter l'hypothèse nulle selon laquelle notre série n'est pas stationnaire. Nous allons repartir dans notre onglet View, Unit Proof Test. Nous allons choisir Fast Difference, de différencier, de choisir la stationnarité en différence. Nous cliquons sur OK et vous voyez bien que notre p-value est inférieure à 1, 5 et 10% respectivement, ce qui signifie que au seuil de, quel que soit le seuil 1, 5 ou 10%, on peut considérer que notre série est stationnaire, donc en différence primaire. Donc la série différenciée est stationnaire. Par conséquent, notre série GGP Deflator, c'est plutôt la série GGP Deflator contrairement à GGP Growth comme j'avais pensé choisir. Notre série GGP Deflator est stationnaire en différence primaire et non stationnaire en niveau. Donc elle est intégrée d'ordre 1. Nous allons refaire la même chose pour la série GGP Growth View Unit Test Level. Nous allons faire le test en niveau. Nous voyons que notre variable n'est pas stationnaire en niveau. Nous allons refaire le test de stationnarité et en différence primaire, nous voyons bel et bien que notre variable taux de croissance est bel et bien stationnaire en différence primaire. Autrement dit, elle est intégrée d'ordre 1 qui correspond à... Voilà. Donc, on peut refaire la même chose pour les investissements publics et on verra que nos différentes séries sont toutes stationnaires en différence première. Si vous voulez avoir la base de données, écrivez-moi, envoyez-moi tout simplement votre email en commentaire et je vous renverrai la base de données pour que vous le fassiez en exercice. Voilà, donc voilà. Ayant fait le test de racine unitaire dans nos différentes séries, nous allons estimer notre modèle VAR dans un premier temps, sachant que lorsque les séries sont intégrées d'ordre 1, on ne peut pas estimer un VAR standard, auquel cas on aurait des problèmes de régression fallacieuse tels que je vous l'ai expliqué dans la théorie. Nous allons quand même vous montrer la procédure pour pouvoir estimer un VAR, sachant que nous allons tester la cointégration, faire des tests de cointégration pour pouvoir voir s'il existe des relations de cointégration, pour pouvoir estimer un modèle à correction d'erreur du moment où nos séries sont intégrées d'ordre 1. Donc, allons-y dans Quick Estimate VAR. Alors, nous allons Quick Estimate VAR, nous allons mettre nos différentes variables endogènes, endogenous variable test, telles que spécifiées dans eViews. Notre première variable, c'est GDP Growth. GDP Growth, nous allons la choisir. Nous allons y mettre l'inflation, GDP Inflator. Deflator. Nous allons mettre les dépenses publiques de consommation, government, final consumption. Nous allons également mettre dépenses publiques d'investissement, government, investment. Nous sélectionnons tout simplement. Nous allons insérer ITE, l'indice des termes de l'échange. Nous allons insérer notre variable private investment
qui matérialise ici les investissements privés. Et enfin, l'indicateur de capital humain qui est School Enrollment. Nous vous l'avons expliqué plus haut. Voilà, nous pouvons ici modifier le nombre de retards. Nous pouvons estimer va à 1, 2 ou 3 retards. Il faut déjà rappeler ici que dans une perspective d'estimer un modèle vectoriel à correction d'erreurs, il n'est pas intéressant d'estimer un VAR 1, puisque en estimant un vec, lorsqu'on a un VAR d'ordre P, en estimant un modèle à correction d'erreur, on perd en retard. Et donc, si on estime un VAR 1, on va estimer un modèle à correction d'erreur avec 0 retard, ce qui n'est pas intéressant dans la mesure où on ne pourra pas capter la relation de court terme, on aura seulement la relation de long terme entre nos différentes variables au cas où elles sont co-intégrées. Mais par contre, on n'aura pas la relation de court terme qui nous intéresse dans le cadre des modèles à correction. Donc, il nous est intéressant d'estimer au moins un VAR d'ordre 2. Donc, nous allons lister cette valeur par défaut et nous allons vous montrer plus tard comment faire les tests sur les retards considérés. Donc, après avoir fait estimer, et puis nous cliquons sur OK, et puis nous avons cette interface qui donne la relation entre le PIB, le taux de croissance et les différents agrégats. On a le taux de croissance retardé d'ordre 1 et 2, puisque nous avons choisi de mettre 2 retards. On a le déflateur du PIB retardé d'ordre 1 et 2 qui matérialise l'inflation. On a les dépenses publiques de consommation d'ordre 1 et 2. On a ainsi de suite. Toutes les variables sont d'ordre. Nous, on a les R carrés qui sont là, et les R carrés ajustés. Voilà, et en autre VAR, nous allons vous montrer comment tester le nombre de retards optimal. Donc, nous allons aller tout simplement dans View, Lab Structure, et puis nous allons aller dans Lab Length Criteria, et puis nous avons la possibilité de changer le nombre de retards. Nous allons mettre par exemple 3 là dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, et puis cliquer sur OK. Nous voyons donc ici que de façon optimale, il y a des critères, plusieurs critères, le critère log linéaire, le critère LR, le critère FPE, le critère AKIK Information Criteria, on a le critère de Schwartz, on a le critère de Alan Quinn. Ces différents critères donnent des optimal étoile signifie permet de renseigner sur le nombre de retards optimal d'après le critère. Par exemple, d'après le critère LR, le nombre de retards optimal à mettre dans notre modèle VAR est de 2. D'après le critère FPE, on a 3. D'après le critère AIC, on a 3. Pour le critère de Schwartz, on a un retard. Bon, le critère de Schwartz est déjà éliminé parce que si nous mettons le critère de prenons l'optimalité d'après le critère de choix, on pourrait estimer un VAR d'ordre 1 et un vec d'ordre 0 qui n'a pas de sens du moment où il y a une relation de court terme qu'il faut interpréter. Par contre, un VAR d'ordre 2 nous sierait parce qu'on pourrait estimer un vec d'ordre 1 qui prend quand même en compte des valeurs retardées de nos différentes variables et permettent de capitaliser la relation de court terme. Donc, nous devons exclure le VAR d'ordre 1. On pourra cette fois-ci estimer soit un VAR d'ordre 3 ou alors un VAR d'ordre 2, mais pour des raisons d'optimalité, nous allons choisir d'estimer un VAR d'ordre 2 et avoir un seul retard dans notre vec si jamais nos variables sont co-intégrées. Voilà, donc notre VAR d'ordre 2, nous allons le conserver. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à tester la co-intégration de nos différentes variables. Voilà, donc nous allons aller dans View, nous allons choisir Co-Integration Test. Cliquons là-dessus. On a la possibilité de choisir plusieurs options, de mettre constante sans tendance dans notre équation qui est la valeur par défaut. Nous allons maintenir
et garder notre intervalle de retard, de 2 retards. Voilà, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Nous voyons que, comme nous l'avons vu dans la partie théorique, ils sont 2 tests sur la co-intégration de nos différents. On a le test de la trace. Et nous voyons le résultat ici qui dit que notre trace test indicate for co-integrating equation at 5% level. Autrement dit, notre test de la trace indique que 4 relations de co-intégration à 5%, au niveau de 5%, de 5%. Donc, il y a au moins 4 relations de co-intégration. Voilà, donc on peut choisir soit d'avoir une relation de co-intégration 0, 1, 2 ou 3 relations de co-intégration dans notre 4 relations de co-intégration dans notre modèle. Pareil pour le test de la valeur propre maximale qui indique également 4 relations de co-intégration dans notre modèle. Donc nous pouvons estimer notre modèle à correction d'erreur. Et étant donné que cette condition est vérifiée, nous allons tout simplement aller dans Estimate. La première option, c'était d'estimer un var standard. Et nous allons cette fois-ci estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur, vector error correction, dans la mesure où nos différentes variables sont co-intégrées. Tout à l'heure, nous avons estimé un var d'ordre 2. Maintenant que nous allons estimer un modèle à correction d'erreur, nous n'allons pas estimer un modèle avec 2 retards du moment où, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans la partie théorique, le tutoriel précédent, lorsqu'on estime un modèle var d'ordre P et que nos variables sont co-intégrées, nous devons estimer un modèle vec d'ordre P-1. Puisque étant donné que nous avons estimé un var d'ordre 2, nous allons estimer un modèle vec d'ordre 1. Donc, nous allons mettre 1 là. Et comme intervalle pour les variables endogènes. Et puis, nous allons cliquer sur OK. La première équation qui apparaît là, c'est l'équation de co-intégration qui met en relation le taux de croissance et nos différents agrégats qui sont l'inflation, les dépenses publiques de consommation, les dépenses publiques d'investissement, des termes d'échange, les investissements privés et puis le capital humain. Voilà. Et donc, nous allons le coefficient normalisé du capital humain. Il faut rappeler ici que les coefficients qui sont là s'interprètent dans le sens opposé. Donc, par exemple, ici, on voit que le PIB, ces coefficients supposent que nos différentes variables sont dans le même membre. Autrement dit, le taux de croissance plus puisqu'on l'a normalisé, le taux de croissance plus ce coefficient multiplié par le déflateur, plus ce coefficient, le coefficient du déflateur multiplié par la dépense finale de consommation, plus le coefficient des dépenses d'investissement multiplié par les dépenses d'investissement. Et donc, on a tout ça au premier membre égal à 0. Et donc, en rabattant au second membre, on verra que la croissance, par exemple, l'inflation a un impact positif à long terme, puisque la relation de co-intégration matérialise la relation de long terme de notre économie, puisque nous avons choisi de prendre une seule relation de long terme, une seule équation de co-intégration. Voilà, donc on a l'inflation qui influence positivement à long terme sur la croissance, on a les dépenses de consommation qui influencent négativement sur la croissance dans le long terme, alors que les dépenses d'investissement influencent positivement à long terme. Par contre, l'indice des termes d'échange influence négativement à long terme sur la croissance. Les investissements privés influencent positivement sur la croissance, alors que le capital humain influence positivement sur la croissance économique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut également regarder la significativité de nos différents coefficients. Et vous pouvez remarquer ici que les statistiques de Student sont entre les crochets. Et vous savez,
qu'à 5% près, une statistique, une variable significative lorsque sa statistique de student est supérieure en valeur absolue à 1,96. Si nous regardons par exemple le déflateur du PIB, il est bel et bien supérieur à 1,96 à 5 à 1,96, ce qui signifie que notre coefficient d'inflation influence significativement et positivement sur la croissance économique à long terme. Par contre, les dépenses publiques de consommation influencent négativement sur la croissance à long terme. On peut en faire les mêmes interprétations pour les investissements privés et puis toutes les autres variables de notre équation. On a les signes attendus pour nos différentes variables. On a les signes qui sont attendus. Maintenant, nous avons notre relation de long terme. Nous avons notre relation de long terme qui lie le PIB à nos différentes variables différenciées que sont le PIB retardé, l'inflation retardée, les dépenses publiques de consommation retardées, et ainsi de suite. Donc, notre terme à correction d'erreur, le coefficient du terme à correction d'erreur est bel et bien négatif, c'est ce qui est attendu. Nous avons notre relation de court terme qui est là, mais cette fois-ci, on interprète les signes dans le sens opposé, puisque ici, on estime directement la croissance va s'en différencier en fonction de combinaison linéaire des autres relations. Voilà, donc on a le PIB retardé qui influence négativement à court terme sur la croissance. On a également l'inflation qui influence positivement à court terme, comme c'était le cas dans le long terme. Par contre, les dépenses publiques de consommation influencent négativement sur la croissance à court terme. Les dépenses publiques de consommation et pareil pour le long terme. Les investissements privés influencent négativement sur la croissance à long terme, à court terme, alors que dans la relation de long terme que nous avons, nous voyons que les investissements publics sont plutôt bénéfiques pour la croissance. Et on peut, n'est-ce pas, avoir les différentes interprétations pour nos variables. Voilà, donc nous espérons que ce tutoriel vous a permis de mieux appréhender la notion de modélisation avec IVAR sous eViews et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.